Prenons un scénario, tout ce qu'il y a de plus banal dans le monde du travail. Un bilan comptable hyper crucial doit être finalisé d'ici, disons, une petite heure. Ouais, la pression classique, avec la deadline qui approche à grands pas. Exactement. L'écran de l'ordinateur est allumé, les tableaux croisés dynamiques attendent d'être analysés. Mais à ce moment précis, sans le moindre avertissement, le système d'alarme du corps décide de hurler au feu. Et quand on dit hurler, c'est pas une métaphore. Ah non, pas du tout. Des décharges électriques invisibles, mais vraiment continues, traversent les membres. Une sensation de brûlure intense irradie dans le dos, genre comme si la peau était exposée à une flamme vive. Tout à fait. Et le pire, c'est qu'il faut gérer tout ça en essayant de calculer une marge brute. C'est une réalité qui est totalement invisible de l'extérieur, en fait. Et je pense que c'est important de préciser d'emblée, pour notre auditoire, qu'on ne parle pas ici d'une simple fatigue passagère ou d'un petit muscle froissé après le sport. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais, on parle de douleurs neuropathiques. C'est le système nerveux lui-même qui subit une lésion ou un dysfonctionnement et qui reste irrémédiablement coincé sur la position alerte maximale. C'est ça, le bouton reste bloqué. Totalement. Alors, gérer un flux de trésorerie ou une grosse crise de communication quand ton propre corps envoie des signaux de destruction imminente au cerveau, ça dépasse de très loin la simple notion d'effort, quoi. Et c'est exactement le point de départ de notre plongée du jour. Nos sources se penchent sur un document vraiment percutant qui s'intitule La boussole des entrepreneuses. Un très beau titre, d'ailleurs. N'est-ce pas? Il s'agit d'un guide rédigé par Serwan, une entrepreneuse qui cumule 15 années d'expérience sur le terrain. Et le postulat qu'elle pose dès les premières lignes, il est frappant. Ah oui, elle n'y va pas par quatre chemins. Non, elle dit que diriger une entreprise tout en vivant avec une douleur chronique, c'est littéralement un acte d'héroïsme quotidien. Et le terme est fort, c'est vrai, mais il est cliniquement et psychologiquement hyper justifié. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est déjà par nature un environnement de haute pression, qui exige une disponibilité cognitive presque constante. Ouais, c'est du 24 heures sur 24 dans la tête. C'est clair. Alors, y ajouter la gestion d'une maladie chronique invisible, c'est en gros mener deux batailles de front en permanence. L'une pour faire survivre ton entreprise, l'autre pour faire fonctionner ton corps. Ok, décortiquons tout ça, car l'autrice a l'honnêteté de préciser tout de suite que ce guide, c'est pas une baguette magique. Non, aucune poudre de perlimpinpin ici. Voilà, il n'y a aucune recette miracle, aucune promesse illusoire, genre on va faire disparaître les lésions nerveuses par la simple force de la pensée, tu vois. Heureusement d'ailleurs. L'objectif, il est purement stratégique en fait. C'est fournir une boussole. Une méthode super claire pour empêcher la douleur de devenir le dictateur absolu de l'emploi du temps. Et c'est une distinction fondamentale quand on aborde ce type de littérature, tu sais. On quitte complètement le domaine de la guérison fantasmée pour entrer dans celui de la navigation en eau trouble. C'est très bien dit. Et pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la méthode repose sur 5 rituels quotidiens mentionnés dans le titre. Bien que nos sources aujourd'hui se concentrent avec une vraie précision chirurgicale sur les 4 premiers. Avec une règle d'or imposée pour Serwan d'ailleurs. Ouais, la règle des 3 jours. Il est indispensable de pratiquer ces rituels sur au moins 3 jours consécutifs pour espérer ancrer ces nouveaux outils. Et surtout, Ah oui, l'impératif absolu. voilà, la journée doit toujours, mais alors toujours, s'ouvrir avec le rituel numéro 1. Ce qui soulève un premier paradoxe assez fascinant quand on y pense. C'est-à-dire, Quand la problématique centrale est une douleur intensément physique, la logique voudrait que la toute première action du matin soit tournée vers le corps, non? c'est ce qu'on pourrait croire, oui. Genre prendre un anti-inflammatoire, mettre une bouillotte, faire un étirement spécifique. Or, c'est pas du tout le cas ici. Le rituel numéro 1 s'intitule «L'aube paisible». Et il est exclusivement axé sur le mental. Oui, l'esprit avant la matière. C'est ça. L'image qui accompagne cette section dans la source illustre d'ailleurs un lever de soleil super paisible sur des collines brumeuses. C'est l'incarnation du calme absolu. Mais la vraie question, c'est pourquoi s'acharner sur l'esprit quand c'est le corps qui brûle de douleur? Ce qui est fascinant ici, c'est la biologie qui soutient cette approche. Le document impose 2 actions d'une très grande précision. Lesquels? D'abord, 5 minutes de silence intérieur total, juste pour soi, suivi d'exactement 3 minutes de cohérence cardiaque. Ok, 8 minutes en tout. C'est ça. Et le point de bascule, le petit détail non négociable, c'est que ces 8 minutes doivent avoir lieu impérativement avant d'ouvrir la moindre boîte email. Ah, pas de téléphone au saut du lit. Interdit.
Le bénéfice cité par la source, et je cite, c'est de calmer ton système nerveux avant qu'il ne s'embrasse sous le stress du travail. Tu sais, pour imager la chose pour notre auditoire, j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent d'enfiler une épaisse combinaison inifugée avant de pénétrer dans un bâtiment en flammes. Ah oui, j'aime beaucoup l'image. La journée classique d'un entrepreneur, avec ses urgences, ses notifications, les clients en attente, c'est l'incendie. Attraper le téléphone dès le réveil pour lire ses emails, c'est courir dans le brasier en t-shirt. On se fait carboniser par le stress avant même d'avoir posé un pied par terre. C'est une excellente analogie. Et le truc, c'est que ça s'explique neurochimiquement parlant. Le simple fait de lire un email professionnel qu'on perçoit comme urgent, ça déclenche instantanément une libération de cortisol et d'adrénaline. La fameuse réaction de survie. Exactement. Le corps passe direct en mode lutte ou fuite. Pour un individu dont le système nerveux est déjà hypersensibilisé par des douleurs neuropathiques, cette décharge hormonale, elle agit comme un amplificateur monumental. Le stress n'est pas juste désagréable mentalement, il intensifie mécaniquement la perception physique de la douleur. D'où l'importance des 3 minutes de cohérence cardiaque pour contrer ce phénomène, j'imagine. Complètement. La cohérence cardiaque, c'est pas juste une technique de relaxation un peu vague ou ésotérique, c'est un vrai exercice biomécanique. En calant sa respiration sur un rythme hyper précis de 6 cycles par minute, on vient stimuler directement le nerf vague. Ok, le nerf qui régule l'apaisement. Voilà, ça force l'activation du système nerveux parasympathique, qui est le système du repos et de la digestion. C'est comme tirer un véritable frein à main physiologique. On verroule le système nerveux dans un état de sécurité relative avant de le soumettre aux assauts du monde professionnel. Donc, la combinaison inifugée est bien enfilée, le mental est barricadé, le système parasympathique est aux commandes. Là, les emails peuvent enfin être ouverts. C'est le moment, oui. Sauf que, 30 ou 40 minutes plus tard, une nouvelle réalité s'impose. L'esprit a beau être protégé comme un coffre-fort, le corps se retrouve totalement statique, vissé sur une chaise de bureau, les yeux rivés sur un écran. Et le corps n'aime pas ça. Pas du tout. Et le système nerveux commence direct à envoyer des signaux de détresse liés à la posture. C'est précisément ce qui nous fait basculer vers le rituel numéro 2, qui s'intitule « Ton corps et ton entreprise ». Oui, là, l'attention glisse de l'esprit vers la matière. La source s'appuie ici sur une déclinaison d'une célèbre règle ergonomique, celle du 20-20-20. Le principe recommandé, c'est de s'accorder toutes les 20 minutes, 20 petites secondes, d'étirement doux ou de changement de posture. Alors attends, je dois faire une pause ici pour exprimer un certain scepticisme. Vali, je t'écoute. En lisant la source, c'est quand même difficile de paniquer. 20 petites secondes. Face à une douleur nerveuse, lourde, chronique, invalidante, s'arrêter 20 secondes, ça semble presque dérisoire, non? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un minuscule pansement sur une fracture ouverte? C'est une réaction tout à fait légitime quand on entend ça pour la première fois. Mais en fait, le secret ne réside absolument pas dans la durée. Il réside vraiment dans la mécanique du mouvement. Et c'est-à-dire? Le guide ne suggère pas juste de s'agiter vaguement sur sa chaise. Il présente une méthode extrêmement chorégraphiée qui s'appelle Delta Tech. Ce sont des micro-mouvements pensés spécifiquement pour désamorcer les tensions générées par le travail sur écran, et ce bien avant qu'elles ne s'aggravent. Ouais, regardons cette séquence de plus près pour ceux qui nous écoutent, car les sources la détaillent vraiment point par point. Oui, et c'est très précis. La méthode commence par une profonde inspiration pour réinitialiser le diaphragme. Ensuite, on passe direct aux épaules avec 10 mouvements circulaires vers l'arrière, puis 10 vers l'avant. On attaque ensuite la zone critique, la tête et le cou. Et là, il y a un gros avertissement dans le texte. Oui, le document ajoute une consigne de sécurité en lettres capitales. Il faut veiller à ne surtout pas casser la nuque vers l'arrière. Cette précision sur la nuque, elle est vitale. Une hyperextension cervicale, ça peut pincer des nerfs qui sont déjà inflammés et déclencher une crise immédiate. C'est tout ce qu'on veut éviter. Exactement. Donc, la suite de la séquence, c'est tout en douceur. De gauche à droite, 3 fois. De haut en bas, 3 fois. Toujours sans forcer. Une inclination latérale 3 fois. Et enfin, des petits cercles de la tête, 2 fois de chaque côté. Et on termine comment? On termine la boucle en prenant simplement les mouvements d'épaule du début, donc 10 en arrière, 10 en avant. Mais la question que je me pose, et que beaucoup doivent se poser, pourquoi cette séquence exacte? Quel est le phénomène biologique que ces 20 secondes tentent vraiment d'enrayer? Alors, le texte source utilise une expression que je trouve remarquable. Il explique que le but est d'empêcher que, je cite, « la douleur ne se cristallise dans une position fixe devant l'écran ». Cristalliser, c'est fort comme mot. Ce mot décrit parfaitement la réalité de nos fascias.
Les fascias, pour rappel, ce sont ces tissus conjonctifs qui enveloppent l'ensemble de nos muscles, de nos nerfs, de nos organes. Comme une sorte de toile d'araignée interne? C'est exactement ça. Et lorsqu'un corps reste figé dans une posture inadaptée, particulièrement sous la tension du travail, ces tissus perdent peu à peu leur hydratation. Ils s'épaississent et se figent, littéralement comme un sirop de sucre qui cristallise en refroidissant, tu vois? Ah oui. Et j'imagine que pour les nerfs qui traversent ces tissus rigidifiés, c'est juste catastrophique. C'est un étouffement total. La circulation sanguine chute, l'apport en oxygène vers les nerfs diminue drastiquement, et l'inflammation locale, elle, s'envole. C'est comme ça que la douleur s'installe vraiment en profondeur. D'où les mouvements Delta Tech. Voilà, les micro-mouvements ciblés de la méthode, avec par exemple ces rotations d'épaule qui ouvrent bien la cage thoracique, ça agit ni plus ni moins comme un antigel. Il relance la microcirculation et maintient l'élasticité des fascias. Et pour ça, 20 secondes, c'est le temps exact qu'il faut pour briser l'amorce de cette cristallisation et maintenir les tissus bien oxygénés. L'image du sirop de sucre qui durcit, ça rend le besoin de mouvement direct beaucoup plus évident. Bon, donc à ce stade de l'exploration, on a un mental apaisé par l'autre paisible et un corps que l'on empêche consciencieusement de se figer avec ces fameuses pauses de 20 secondes. On est pas mal outillés déjà. C'est sûr, mais la réalité cruelle de l'entreprise, elle finit toujours par rattraper tout le monde. Il y a quand même des livrables à fournir, des projets à faire avancer. Comment articuler des impératifs professionnels super rigides avec une capacité physique et cognitive qui, elle, oscille vraiment d'une heure à l'autre? C'est le grand défi. Et c'est ce qui nous propulse vers le rituel numéro 3, l'agenda douleur compatible. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on touche ici au cœur du réacteur. Ce rituel s'attaque frontalement au modèle d'organisation traditionnel qu'on connaît tous. Le document préconise 2 actions très stratégiques. Dis-nous tout. D'abord, apprendre à cartographier ce que l'autrice nomme ses fenêtres de calme intérieur. Ensuite, une fois qu'on les a, y placer avec une précision redoutable les tâches les plus lourdes sur le plan cognitif. Tu veux dire, concrètement, identifier le moment exact où les traitements antalgiques atteignent leur pic d'efficacité, ou encore repérer l'heure de la journée où l'inflammation est naturellement la plus basse. Exactement, c'est très personnel comme rythme. Et il y a d'ailleurs un visuel très révélateur dans les sources pour appuyer cette section de l'agenda. On y voit une femme installée à son bureau. À première vue, c'est une scène de travail ultra classique, mais quand on regarde l'écran d'ordinateur de plus près, on voit pas un logiciel de compta ou une présentation. Non, on voit tout autre chose. On voit un bilan minéral, un rapport oligocheck pour être précis. C'est un dispositif qui permet d'évaluer les carences en minéraux et l'intoxication aux métaux lourds. C'est fou de voir ça sur l'écran d'une entrepreneuse en plein travail. Ouais, mais ce détail visuel est tout sauf anodin. Il illustre parfaitement la double journée invisible de ces personnes. D'un côté, il y a la gestion de l'entreprise, les clients, les bilans. Et de l'autre, en arrière-plan constant, il y a la gestion quasi clinique de leur propre métabolisme. C'est un boulot à plein temps en soi. Complètement. Analyser des bilans de santé, ajuster des compléments alimentaires, anticiper les fameuses baisses d'énergie. L'agenda douleur compatible, au final, c'est l'art d'accepter ce double emploi et d'orchestrer sa charge de travail autour de la réalité biologique et surtout pas l'inverse. Ça fait vraiment penser à la discipline du surf, tu vois. Ah oui, le surf. Ouais, parce qu'il est impossible de contrôler l'océan. Aucun surfeur ne peut ordonner à l'eau de se calmer ou d'envoyer la vague parfaite à 15 heures précises, juste après une réunion Zoom. C'est impossible. Les pics de douleur, ce sont ces vagues imprévisibles et souvent hyper violentes. La seule option viable face à ça, c'est d'observer le plan d'eau avec lucidité, repérer la calmie, se positionner tranquillement, et quand la bonne vague se lève, cette fameuse fenêtre de calme intérieur, là tu pagayes de toutes tes forces pour abattre le travail de fond. L'analogie est d'autant plus juste que le document pointe du doigt un bénéfice psychologique majeur à cette approche du surf, si on peut dire. Il est écrit noir sur blanc que ça permet de reprendre le contrôle sur sa productivité sans culpabiliser. La culpabilité. Parlons-en parce que c'est lourd. C'est essentiel de s'arrêter un instant sur cette notion, oui. Dans une culture professionnelle qui valorise constamment le présentéisme, l'effort continu, les heures à rallonge, devoir s'allonger en plein milieu d'une après-midi pour gérer une crise, c'est souvent vécu comme un échec moral par les malades. Le poids de cette culpabilité est immense. On a tellement tendance à intérioriser l'idée qu'une journée morcelée, c'est une journée ratée. Absolument. Et ce rituel vient détruire cette injonction toxique.
Il valide le fait que travailler de manière asynchrone par des blocs intenses suivis de repos absolu, c'est pas de la paresse. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable pour ce profil particulier. C'est une réappropriation totale de notre définition de la productivité. Mais bon, on le sait, même avec le meilleur agenda du monde, même en maîtrisant l'art de surfer sur les accalmies comme des pros, la mer reste imprévisible. La nature reprend toujours le dessus. Que se passe-t-il lorsque, au beau milieu d'un dossier super urgent, une crise de douleur aiguë transperce toutes les défenses IE? La combinaison inifugée ne suffit plus, l'antigel des étirements est dépassé. Il faut un frein d'urgence, quoi. Et c'est là qu'intervient le rituel numéro 4. Il s'intitule la pause douceur et il est conçu comme une vraie procédure d'urgence purement axée sur le soulagement immédiat. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, honnêtement, les actions recommandées semblent presque trop simples face à la violence d'une crise neuropathique. C'est vrai que ça peut surprendre. La source suggère d'utiliser l'application de froid, de chaud ou même le simple contact avec une texture apaisante pendant environ 5 minutes, genre lors d'une pause café. Et surtout, il y a cet exercice visuel très spécifique. Oui, la fameuse photo. Exactement. La méthode demande d'observer une photographie bien précise, une image montrant des mains délicatement posées, avec beaucoup de soin, sur les tempes et le visage d'une femme. L'objectif, c'est de regarder cette photo, puis d'imaginer, de ressentir physiquement que ces mêmes mains, bienveillantes, se posent exactement au même endroit sur son propre visage. Cela soulève une question importante au niveau neurologique. Comment le simple fait de regarder une photo de main bienveillante ou de tenir une tasse de thé chaude pendant 5 minutes peut-il avoir le moindre impact sur un signal nociceptif sur une véritable tempête nerveuse? De prime abord, ouais, ça donne un peu l'impression de vouloir éteindre un gigantesque incendie de forêt avec un petit brumisateur d'eau minérale. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais c'est parce que nous avons souvent une vision très mécanique de la douleur. On l'imagine comme un simple câble électrique qui relierait, disons, une brûlure sur la main directement au cerveau pour dire aïe. Alors que c'est plus complexe que ça. Bien plus complexe. Les neurosciences montrent que la douleur est en fait une construction. C'est une interprétation réalisée de toutes pièces par le cerveau. Et la conclusion du document est hyper limpide à ce sujet. Cette pause douceur envoie un signal de sécurité à ton cerveau pour court-circuiter le message de douleur. Le mot-clé étant vraiment sécurité. Tout à fait. Le cerveau est une machine à prédire et à évaluer les menaces en continu. Lorsqu'une crise de douleur survient, le cerveau estime que le corps est en danger, critique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le volume de la douleur au maximum absolu pour forcer l'immobilisation. Il hurle pour te dire « ne bouge plus, on est attaqué ». C'est ça. En appliquant une texture douce ou de la chaleur réconfortante, on vient inonder le cortex sensoriel d'informations non menaçantes. Et la visualisation, elle, est encore plus puissante. Avec la photo des mains sur le visage. Oui. En observant ces mains rassurantes, on active direct les réseaux neuronaux liés à l'attachement humain et à l'apaisement. On force en gros une compétition neurologique dans le cerveau. Les signaux de sécurité contre les signaux de douleur. Voilà. Et quand les signaux de sécurité submergent les signaux d'alarme, le cerveau réévalue la situation globale. Il conclut que la menace immédiate est finalement contenue et il peut alors littéralement abaisser l'intensité ressentie de la douleur. C'est un vrai hack biologique. C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? En rassemblant toutes les pièces du puzzle, l'ampleur de la méthode de Serwan apparaît super clairement pour ceux qui nous écoutent. C'est loin d'être anecdotique, oui. On n'est pas du tout sur des petits conseils bien-être glanés au hasard sur Internet. C'est un protocole de résilience blindé. Pour quiconque souhaite tester et intégrer ces principes, la réussite repose sur un engagement ferme envers la régularité. Toujours ces fameux 3 jours. Exactement. Pratiquer l'eau paisible pour blinder le mental le matin, imposer les micro-mouvements Delta Tech pour préserver les tissus, structurer un agenda basé sur ses propres cycles physiologiques plutôt que sur l'horloge, et dégainer la pause douceur comme coupe-circuit sensoriel en cas de crise. Et ce, religieusement pendant ces 3 jours initiaux. C'est le temps nécessaire pour transformer une simple routine en une véritable boussole interne face au chaos de la maladie. Tout à fait. Et la solidité de cette boussole, elle est indéniable, tu sais. Oui. Mais je trouve que cela pousse vers une réflexion bien plus large, qui dépasse même le cadre des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Ah oui? Tu penses à quoi? On vient d'analyser comment cet agenda douleur compatible autorise des individus affrontant des épreuves physiques extrêmes à retrouver leur souveraineté, à exceller dans leur entreprise et à balayer la culpabilité, en travaillant de façon complètement non linéaire. Ouais, le fameux système de sprint et repos. C'est une remise en question totale de notre façon de travailler. Précisément, l'injonction de la journée de travail rigide,
ininterrompu. Tu sais, le fameux mythe de la journée fixée de 9 heures à 17 heures, c'est un héritage direct de l'ère industrielle. Ouais, le travail à l'usine. Exactement. Ça a été pensé pour des chaînes de montage, pas pour des cerveaux humains. Si la flexibilité radicale, l'écoute attentive des rythmes biologiques et l'abandon du présentéisme parviennent à sauver et à rendre hyper productifs ceux qui naviguent de la tempête d'une maladie chronique, C'est que ça marche. voilà. Et du coup, ne serait-il pas grand temps pour l'ensemble du monde du travail de s'en inspirer? En repensant cette définition archaïque de la productivité, c'est l'ensemble de la société qui pourrait y gagner en créativité, en efficacité et surtout en santé mentale. C'est une invitation vraiment vertigineuse à repenser tous nos modèles. Et honnêtement, c'est la conclusion parfaite pour clôturer notre plongée du jour. Apprendre à observer les vagues de l'océan intérieur, repérer ses propres fenêtres de calme, et surtout, on l'aura compris, ne jamais oublier d'enfiler une solide combinaison inifugée avant d'affronter le brasier du quotidien. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur, en espérant que chacun parmi ceux qui nous écoutent puisse trouver et entretenir sa propre boussole.